toutes et tous, bonsoir, merci beaucoup d'être là, d'être venus pour cette deuxième séance du séminaire, plus exactement de l'atelier doctoral du Centre Alexandre Coiré, HFS, études de psychédélique, approche historique. Et on a le grand plaisir ce soir d'accueillir Céline Chanty, maître de conférences en épistémologie et histoire des sciences à l'université Jules Verne de Picardie. Picardie. Merci encore d'être venu. Et je vais voir tes parts. Je te remercie Vincent, je te remercie de l'invitation qui m'a fait extrêmement plaisir puisque j'avais travaillé sur Gastaut il y a une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Et je me suis replongée sur les travaux d'Henri Gastaut en lien entre l'électroencéphalographie, les liens entre la conscience et les tracés électriques et les mécanismes électrochimiques et ces expériences qui ont été publiées en 1953 sur le diéthylamide d'acide lysergique, sur le LSD. J'ai donc intitulé ou réintitulé ma conférence « Les expériences d'Henri Gastaut avec le LSD 25, un scalpel mental pour mieux comprendre l'intégration de la conscience dans la matière ». C'est donc point d'interrogation, c'est donc la question que je vais soumettre à l'examen ce soir, avec une autre question à l'intérieur de la question qui est est-ce que Gastaut utilise le LSD 25 pour mieux comprendre, isoler, appréhender les mécanismes neuronaux, neurologiques qui sous-tendent les contenus de la conscience et leur expression. Donc je vais partir d'une analogie épistémologique et d'une analogie entre scalpel mental et scalpel physiologique. Analogie que j'emprunte à Claude Bernard. Alors pourquoi cette analogie? En vue d'avoir une enquête, une problématique qui va nous permettre de poser un décor, d'appréhender ce que c'est que l'électroencéphalographie et de quelle façon l'épileptologue Henri Gastaut se retrouve à tester une multitude de substances, dont le LSD 25. Donc pourquoi cette analogie? En vue de questionner le fait de savoir dans quelle mesure l'utilisation du diéthylamide d'acide lysergique par Gastaut s'inscrit non seulement dans une perspective de médecine expérimentale, de neurologie expérimentale, telle que Claude Bernard la concevait sur le modèle animal à la fin du XIXe siècle, mais vise à détacher, isoler les mécanismes électrochimiques par rapport aux contenus émotionnels, cognitifs et comportementaux qu'ils expriment. Alors, pour 2 minutes, pour revenir un petit peu sur Claude Bernard utilisait des substances pour provoquer les conditions expérimentales qui permettaient d'isoler, de comprendre et de faire varier, c'est très important ça, comment Gastaut joue grâce à son esprit très très empirique, comment est-ce qu'il joue à faire varier les tracés électriques, les comportements, les contenus de pensée et l'exstabilité des neurones, les mécanismes neurologiques grâce à la chimie. En fait, quelque chose de la notion de variation, le thème de la variation est un thème que l'on va retrouver. Donc Claude Bernard utilisait la strychnine, notamment la strychnine et le curare, pour faire varier les mécanismes de l'organisme, du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Et Claude Bernard le faisait sur le modèle animal. Changement de paradigme chez Gastaut qui vise des perspectives cérébro-psychologiques humaines dans les travaux dont nous allons parler aujourd'hui. Mais pour interroger une problématique, ici, celle des liens entre le LSD, les mécanismes physiologiques de la conscience et la dimension expérimentale, il faut en préalable en planter un décor. Revenons donc aux difficultés et aux espoirs portés par l'électroencéphalographie dès 1929, année qui est marquée par le premier enregistrement de l'activité cérébrale électrique globale par Hans Berger, qui pose d'emblée des problèmes d'interprétation et de signification. Que voit-on? Qu'enregistre-t-on? Et déjà, chez Berger, on a cet arrière-fond idéologique
de l'enregistrement de l'activité cérébrale qui dessine le fantasme, le rêve, de parvenir à décrypter le cerveau en train de penser, de parvenir à visualiser les éléments graphiques qui permettent de voir de quelle façon pense le cerveau, de comprendre la nature psychologique de l'homme par le biais de la compréhension de ses rythmes cérébraux. Donc Berger décrit déjà l'électroencéphalographie, Berger qui est psychiatre, Hans Berger, décrit déjà l'électroencéphalographie comme un outil, une clé de lecture des différents modes et contenus des contenus de pensée. La conscience pourrait donc ainsi être ramenée à un état limité de l'activité électrique cérébrale et à un cortège de signes spécifiques, un nouvel alphabet dénué de la subjectivité du langage. On sait combien le langage peut trahir les pensées, peut trahir l'objectivité. À la suite de Berger, si le EG provoque un engouement des domaines de la neurologie, de la psychologie et de la psychiatrie, déjà certaines voix scientifiques s'élèvent pour souligner la problématique de la signification psychophysiologique des ondes cérébrales, à propos de laquelle existe un scepticisme certain. Edgar Douglas Adrian, qui est médecin et électrophysiologiste anglais, et qui partage en 1932 avec Charles Sherrington le prix Nobel de physiologie et de médecine pour leur découverte sur les fonctions des neurones, compare l'activité cérébrale au brouhaha de la foule, au point de démontrer en 1936 et au point de publier une comparaison de son tracé cérébral avec celui d'un coléoptère aquatique, mettant ainsi en relief leur indiscernabilité. Ainsi, à la fin des années 30, la psychologie questionne les possibilités permises par le EG de déterminer les liens de cause à effet entre l'activité cérébrale et les performances psychologiques. La psychiatrie, toujours depuis le XIXe siècle, à la recherche d'un substrat organique et neurophysiologique aux désordres mentaux, cherche une possibilité de corrélation systématique entre les maladies dont elle s'occupe et des corrélats électroencéphalographiques, tandis que la neurologie questionne la possibilité de comprendre les liens entre les mécanismes neuronaux, les états de conscience et certaines pathologies. Alors ça, on va voir chez Gastaud, et certaines variations ou altérations ou dysfonctionnements d'éléments qui sont déjà normaux dans les mécanismes cérébraux. Par exemple, je pense aux corrélations entre l'anxiété, qui est quelque chose que tout un chacun connaît, l'anxiété qui est transmise par certains tracés d'hyperexcitabilité, ce qu'il montre autour des années 1951, et le fait de dire, oui, mais si cette anxiété est quantitativement trop importante, alors elle peut devenir pathogène. Ce qui ouvre cette vision, cette perspective quantitative des fonctionnements neurologiques, elle est intéressante parce qu'elle ouvre un champ immense de neurologie expérimentale. Et elle ouvre la possibilité, et là, c'est là où il va utiliser la chimie, elle ouvre cette possibilité de faire varier parallèlement les comportements, les mécanismes, les tracés électroencéphalographiques et les mécanismes neurologiques. Je vais revenir là-dessus. Henri Gastaud, donc, dans ce contexte-là, docteur en médecine de l'Université de Marseille, médecin biologiste des hôpitaux en 1950, épileptologue célèbre de la seconde moitié du XXe siècle, voit dans l'électroencéphalographie, outre ses applications cliniques sur lesquelles je ne vais pas tellement revenir, l'épilepsie, les grandes classifications de l'épilepsie, le travail sur les tumeurs, mais il voit, outre ces applications cliniques, le moyen d'établir, de chercher à établir, d'expérimenter une typologie des caractères par rapport au tracé électrique du cerveau et une typologie des principaux tracés électriques humains, du cerveau humain. Dès 1949, il publie un article intitulé « L'activité électrique cérébrale en relation avec les grands problèmes psychologiques ». Il y rejette d'emblée, et ce dès les premières lignes, une lecture dualiste des tracés électroencéphalographiques.
Et non seulement, et il cite d'ailleurs, alors moi j'étais partie de Claude Bernard avant de trouver cette citation, mais c'est amusant, c'est un article au début duquel il cite Claude Bernard pour la dimension expérimentale. Et il cite d'ailleurs Claude Bernard et il lui attribue ces mots. Cette attitude, comme le disait Claude Bernard en 1872, est non seulement surannée, mais également anti-scientifique, donc c'est la citation que vous avez là, nuisible au progrès de la physiologie et de la psychologie. Donc je donne la parole à Gastaud. Je ne puis d'ailleurs citer cette phrase du grand psychophysiologiste sans mentionner celles qui la suivent et qui valent bien d'être rappelées. Comment comprendre qu'un appareil quelconque du domaine de la nature brute ou vivante puisse être le siège d'un phénomène sans en être l'instrument? On est évidemment influencé par des idées préconçues dans la question des fonctions du cerveau et on en combat la solution par des arguments de tendance. Les uns ne veulent pas admettre que le cerveau soit l'organe de l'intelligence parce qu'ils craignent d'être engagés par cette conception dans des doctrines matérialistes. Les autres, au contraire, se hâtent de placer arbitrairement l'intelligence dans une cellule nerveuse, ronde ou fusiforme, pour qu'on ne les taxe pas de spiritualisme. Quant à nous, nous ne nous préoccuperons pas des craintes. La physiologie nous montre que, sauf la différence et la complexité plus grande des phénomènes, le cerveau est l'organe de l'intelligence au même titre que le cœur est l'organe de la circulation, que le larynx est l'organe de la voix. Nous découvrons partout une liaison nécessaire entre les organes et leurs fonctions. C'est là un principe général auquel aucun organe du corps ne saurait se soustraire. Donc, Gastaud part du constat selon lequel l'électroencéphalographie, qui enregistre l'activité électrique du cerveau humain et représente de ce fait le reflet de l'activité métabolique et fonctionnelle de cet organe, a été, dès son origine, le sujet d'autant d'espoir que de déception en matière d'application à la psychologie. Jusqu'à poser cette question, l'électroencéphalographie ne serait jamais d'aucun secours pour la psychologie? Afin de répondre à cette question, il pose deux façons différentes de concevoir l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau. La méthode statique, dont nous parlerons moins pour ce qui nous concerne, et par opposition, par complémentarité, la méthode dynamique, qui est celle qui va nous intéresser ce soir. Donc, il publie donc toujours en 1949. La première consiste, donc la première qui est la méthode statique, consiste à recueillir l'activité électrique cérébrale dans des conditions bien définies et codifiées, de manière à rendre aussi comparables que possible les résultats obtenus. Il y apparaît que les états de veille et de sommeil, d'attention ou d'indifférence, de conscience ou de coma, s'accompagnaient d'activités électriques cérébrales plus ou moins caractéristiques, tandis que les tracés demeuraient les mêmes, quel que soit l'état d'esprit ou le degré d'intelligence du sujet. La seconde méthode, la méthode dynamique, conduit à envisager l'électroencéphalographie, qui est proposée par Liberson sous le nom d'électroencéphalographie fonctionnelle, qui conduit à proposer d'en faire une méthodologie et une utilisation plus dynamique, et qui trouve son moyen d'expression maximum dans les méthodes dites d'activation, avec lesquelles les électroencéphalographistes s'efforcent de modifier l'activité électrique cérébrale par les moyens les plus divers, dans l'intention de connaître sa façon de réagir dans des circonstances différentes. Et c'est là la façon empirique de faire varier les différents paramètres du sujet, que ce soit au niveau cognitif, comportemental, émotionnel, cérébral, neuronal ou chimique, que rentrent ces expériences, ou qu'on peut inclure ces expériences avec le LSD. Dans ces conditions, il ne s'agit plus d'enregistrer un phénomène et de voir s'il diffère chez un sujet intelligent et chez un sujet qui a des résultats un petit peu plus limités aux tests psychologiques. Il ne s'agit plus de faire seulement cela, mais de créer chez un sujet des conditions psychologiques différentes et d'apprécier leur traduction électrographique exactement comme on le fait déjà en neurophysiologie dans le modèle animal. Il s'agit enfin de faire non de l'électroencéphalographie seule, mais de l'électrophysiopsychologie et de recueillir des faits nouveaux. Il faut aussi considérer
Cet entre-là de recherche fondamentale et de clinique expérimentale qui est typique, qu'on peut penser comme typique des années 1930-1960. Alors j'ai pris l'exemple de Penfield parce que Gastaut connaît extrêmement bien Penfield et il va passer quelque temps dans son institut à Montréal. Et Penfield, donc, à qui on doit l'homonculus, qui est une icône neuropsychologique et qui correspond à une cartographie du cortex cérébral, est issu d'un tel entre-là entre clinique expérimentale et recherche fondamentale. En effet, pourquoi est-ce que cette icône neuropsychologique est issue de cet entre-là? Parce que Wilder Penfield pratique la stimulation électrique à crâne ouvert, donc directement sur le cerveau, sur des sujets qu'il opère soit de tumeurs, soit de foyers épileptogènes, d'ablation de foyers épileptogènes. D'ailleurs, non sans un certain humour, à un moment donné, Gastaut précise que quand il fait des expériences directement sur le cerveau, ce ne sont pas des gens qu'il a trépagnés à dessein, mais ce sont des personnes qui sont déjà là pour se faire opérer, et que cet entre-là, recherche fondamentale et clinique expérimentale, s'il est assumé, il prend bien forme dans un espace où les personnes sont là pour se faire opérer et être soignées. Et on est vraiment dans la ligne droite des travaux de Penfield à Montréal. Entre 1949 et 1960, Gastaut développe d'une part ses classifications de l'épilepsie, d'autre part ses études électrocliniques de sujets neurologiquement sains et ou avec des paramètres qui vont être soumis à variation et à perturbation. Certains phénomènes électriques, tels que la désynchronisation, sont corrélés à l'expression contemporaine d'états mentaux ou d'émotions. Ces études, je ne m'étendrai pas sur les études électrocliniques de Gastaut, mais les textes sont passionnants. Ces études électrocliniques sont tout à fait passionnantes. Et ces études électrocliniques de cas avec des anxiétés majeures, des épisodes psychotiques, voire des manifestations directement psychiatriques, lui permettent d'augmenter son intérêt pour les structures profondes, notamment dans ses recherches sur l'implication du rhinencéphale dans l'expression des émotions et au sujet de son influence, l'influence des mécanismes du rhinencéphale sur les états de conscience. Alors, ces études sont importantes, les études électrocliniques, elles sont importantes non seulement pour les aspects fonctionnels, mais également pour les aspects de localisation. Et déterminent des développements de l'électroencéphalographie en psychologie cognitive, en psychiatrie, outre le domaine de la neurologie. En 1954, dans un texte intitulé « The Brainstem and Cerebral Electrogenesis in Relation to Consciousness », désolé pour mon accent, extrait de Brain Mechanisms and Consciousness, qui est le collectif d'un symposium, Gastaut énonce plusieurs théories sur le rapport entre les états de conscience et de vigilance, les structures profondes du cerveau et la genèse des phénomènes électriques. Il met en évidence l'influence des phénomènes électriques sur l'état mental des sujets, en particulier dans les états d'anxiété, de nervosité, d'hyperexcitabilité, de troubles de l'humeur, de troubles thymiques, etc. À partir de la lecture parallèle. Alors, il faut bien voir, on n'est pas dans une dimension dualiste. Donc, il y a une lecture contemporaine de l'expression sur le sujet des tracés électriques et des tracés électriques. Mais Gastaut ne tranchera, si je puis le dire ainsi, jamais vraiment entre le fait de savoir si ce sont les contenus émotionnels ou cognitifs qui font varier les tracés électriques ou le contraire. C'est-à-dire que Penfield, d'ailleurs, a le même genre de démarche, de dire finalement, peu importe quelle est la première série de phénomènes qui influent sur l'autre. Ce qui est important, c'est qu'on peut les étudier de façon contemporaine, les faire varier et en tirer des connaissances, non seulement pour la connaissance du cerveau, mais aussi pour la connaissance de la nature humaine, neurologique, cérébro-psychologique tout court. Donc, à partir de cette lecture parallèle des symptômes cliniques et des tracés cérébraux, il propose une typologie électroencéphalographique fondée sur deux critères.
les caractéristiques comportementales cliniques, anxiété, calme, nervosité, des sujets étudiés, et les rythmes cérébraux composés donc de grapho-éléments électriques. Sa volonté alors, j'aime pas le terme réduire, on le voit souvent, réductionnisme, réduire la pensée aux grapho-éléments électriques. Dans réduire, il y a l'idée de poser les limites. Or, quand on voit le potentiel d'un cerveau et tout ce qu'il y a encore à découvrir sur les mécanismes cérébraux, il ne réduit pas, mais il cherche à inscrire et à comprendre parallèlement l'expression des différents phénomènes. Donc, il cherche à lire la pensée de façon contemporaine aux signaux du cerveau, à la décoder, de la même façon que l'ensemble des mécanismes physiologiques et des autres mécanismes physiologiques de l'organisme. Il évoque ainsi des syndromes qu'on retrouvera dans son texte et dans ses travaux avec le LSD, c'est pour ça que je détaille un peu. Il évoque ainsi les syndromes d'hyperexcitabilité, d'hypoexcitabilité et d'instabilité corticale. L'hyperexcitabilité, voilà, j'ai mis ça pour donner un petit peu quelques repères sur les différents rythmes. L'hyperexcitabilité est associée à un rythme alpha rapide et de petite amplitude, accompagné par un rythme bêta haut, 15-20 cycles par seconde, 15-20 CS, ainsi qu'à une désynchronisation intermittente. Cet enregistrement est corrélé aux personnalités marquées par un tempérament dynamique, une hypersensibilité, de l'émotivité et de l'impulsivité. L'hypoexcitabilité est associée aux ondes alpha, plus lentes qu'à l'accoutumée, sans phénomène de désynchronisation, et elle est associée aux personnalités méthodiques et réfléchies. L'instabilité corticale est associée à des phénomènes de basse et de haute fréquence pour les rythmes θ et β, avec en arrière-fond le rythme alpha. Ce dernier syndrome concerne plus particulièrement les personnalités impatientes, agressives ou momentanément hostiles. Gastaut procède donc à une typologie des tracés électroencéphalographiques fondée sur l'analyse réciproque des phénomènes cérébroélectriques et sur les comportements. Ces explorations sont influencées par des travaux qui ont notamment eu lieu avec le couple Sol et avec Davis en 1949 sur l'EEG, les liens entre l'EEG et l'activité mentale. Ce que je veux dire, c'est que Gastaut n'est pas tout seul, c'est tout un ensemble de psychologues, de neurologues et de psychiatres qui se questionnent sur ces questions-là. Si cette classification des rythmes cérébraux est imparfaite et qualifiée d'imparfaite dans certains textes, les relations existantes entre les rythmes corticaux et les comportements, ou les états attentionnels, sont pourtant parfois tellement proches que Gastaut met en relief la possibilité de faire varier parallèlement les facteurs électriques et les facteurs comportementaux de façon expérimentale. Donc de créer un champ clinique, un champ d'expérimentation clinique pour pouvoir faire varier ces facteurs et voir ce qu'il est possible d'en retirer et s'il est possible de confirmer en dehors de pathologies ou de perturbations pathogènes, s'il est possible de confirmer cette typologie, même de façon provisoire, comme va être le cas avec les expériences sur le LSD, et ce qu'il est possible d'en retirer pour la connaissance des mécanismes neuronaux, on va voir sur l'excitabilité neuronique, et avec des perspectives thérapeutiques, ralentissement de la pensée, certaines personnes qui n'arrivent pas à filtrer un nombre d'informations suffisant pour la formation d'idées, on va voir qu'il y a tout un projet derrière de thérapie qui n'est pas psychiatrique. On va voir une différence entre psychiatrie et neurologie que Gastaut fait à l'issue de ses travaux de 1953. Donc, dans le cadre de cette catégorisation, les sujets dont les enregistrements mettent en évidence une hyperexcitabilité sont notés comme hyperactifs avec des fonctions perceptives amplifiées, quelque chose qu'on va retrouver. On peut alors déduire que les hypoexcitables seront calmes et lents dans leur perception. Gastaut marque un intérêt notable pour la psychiatrie expérimentale et pour la neurologie expérimentale. L'EEG est donc appliqué parallèlement en vue de comprendre l'activité normale du cerveau et en vue de localiser les foyers épileptogènes et tout ce dont je ne vais pas parler ce soir. Gastaut définit également des grapho-éléments caractéristiques de l'électroencéphalogramme humain, tels que les pointes occipitales à l'ouverture des yeux, et là encore, on étudie les relations possibles avec certaines manifestations psychologiques, telles que l'immaturité
ou l'agressivité. Tout ceci, pourquoi vous dire tout ceci? Tout ceci pour vous montrer que les développements de l'électroencéphalographie ne vont conséquent pas de soi, ne sont pas linéaires, ça c'est important. C'est une histoire qui n'est absolument pas linéaire, qui fait pousser ses branches dans les différents domaines que sont la psychiatrie, la neurologie et la psychologie, avec des écoles qui ne sont pas d'accord. On a vu le scepticisme d'Adrian. On voit les psychologues qui au début voient un très grand espoir et puis déjà à la fin des années 30, début des années 40 disent oui mais finalement qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça nous apprend de la pensée? On ne peut pas en dire grand-chose. Et cette dimension expérimentale qui va, pas dire provoquer l'effet, mais qui va mettre en place tout un contexte de recherche qu'on peut dire empirique. Donc, les développements de l'EEG catalysent la méfiance d'une certaine communauté neuroscientifique et les tensions entre le milieu médical et celui des recherches sur l'activité cérébrale. Sachant que Gasto étant médecin, lui-même en France, c'est quelqu'un qui est très connu mondialement, qui reçoit énormément de chercheurs étrangers, qui fait énormément de symposiums, notamment en pleine guerre froide en Russie. Donc c'est quelqu'un qui développe beaucoup de structures, non seulement en France, mais à l'étranger, mais c'est aussi quelqu'un qui catalyse des tensions par rapport à la communauté neurologique. Donc en 1953, un article intitulé « Action de la diéthylamide de l'acide D-lysergique », entre parenthèses LSD25, sur les fonctions psychiques et l'électroencéphalogramme est publié. Il est publié par Gasto, S. Ferrer, qui est stagiaire, C. Castel, qui est stagiaire aussi, avec la collaboration de Madame Lesèvre, qui est psychologue, et avec un troisième stagiaire, qui est K. Luckschnatt. Ainsi, il explore la voie des liens entre la conscience et les mécanismes neuronaux et fait cette étude sur 12 sujets masculins considérés comme normaux, c'est-à-dire comprendre sans antécédents psychiatriques, avec des réponses à des tests psychométriques considérés comme dans la norme, littéralement, sans antécédents hépatorénal, et afin de connaître l'action psychique du produit à étudier, un des auteurs, en plus des 12 sujets, l'expérimente sur lui-même. Comme cet auteur fait partie de ceux qui ont publié et est déjà un professionnel, on peut penser que c'est Madame Lesèvre qui est psychologue, mais on ne sait pas exactement de qui il s'agit. La substance est administrée à jeun, en solution aqueuse légèrement acidifiée, PEROS. 8 sujets absorbent 40 gamma, 40 microgrammes, et 4 autres 60, soit une moyenne de 0,5 à 1 micron par kilo. 1 micro par kilo. Chaque sujet, afin d'avoir un patron, des modèles, chaque sujet avait subi auparavant des examens neurologiques, psychologiques et électroencéphalographiques. Par des premiers points, premiers matériaux de comparaison, de voir comment les sujets fonctionnent dans leur état, dans leurs normes personnelles. On note un fort empirisme expérimental. Toutes les heures sont appliquées des épreuves de l'hyperpnée. L'hyperpnée se définit comme une augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires, de la stimulation lumineuse intermittente. Non, je vous ai mis là. Tu peux savoir, donc c'est la réaction sur le cerveau, la réaction d'une lumière un peu stromboscopique. La réaction électroencéphalographique d'une lumière stromboscopique, donc balancée avant la prise de substance et pendant. Une activation photocardiosolique est effectuée 4 fois pour apprécier le seuil convulsivant. Et dans 5 cas, est injecté du pentotal au moment où les manifestations cliniques et électriques sont les plus importantes, donc un anesthésiant. La chronologie est unifiée, donc ce que remarque d'emblée l'équipe de chercheurs, pas seulement Henri Gasto. La chronologie est unifiée. Ces effets furent au surplus nettement marqués dans la majorité des cas et leur distribution dans le temps fut un peu différente de celle établie par Stoll. Je reviendrai un petit peu sur la référence à Stoll
un petit peu après sur la référence à Stoll 1947. Et les auteurs qui utilisèrent la drogue après lui. Début au bout de 30 minutes, maximum vers la 3e heure, fin entre la 8e et 15e heure, une chronologie relativement unifiée. Bien que quelques sujets signalaient des effets plus durables, il est intéressant que tous les effets neurovégétatifs, psychoaffectifs et électroencéphalographiques ont respecté cette distribution temporelle, chronologique, et sont survenus à peu près en même temps lorsqu'ils devaient apparaître chez un même sujet. Je reviens un petit peu en arrière. Donc effectivement, la corrélation entre 3 séries d'effets que l'on vient de citer qui est étudiée, qui vont être mis en lien, les effets neurovégétatifs, les effets psychoaffectifs et les tracés électroencéphalographiques. Alors Gastaut se réfère à Werner, 1947. Alors c'est Werner Stoll, fils de Arthur Stoll, qui partage la paternité de la synthèse du LSD avec le chimiste Albert Hofmann, qui était son employé de laboratoire. Donc en 1947, Werner Stoll publie les premiers résultats d'une expérimentation systématique de la substance chez l'homme, et en particulier sur ses patients. Donc sa publication s'appelle « Diéthylamide de l'acide lysergique, un fantasticum du groupe de l'ergot ». Voilà pour la référence. Donc une ligne de convergence. Les phénomènes psychiques les plus marqués apparaissent avec les modifications neurovégétatives les plus importantes et avec les tracés les plus modifiés. Donc une première ligne de convergence qui va être retrouvée chez une majorité de sujets sur les 12 sujets, plus le médecin, le professionnel qui a pris également la substance, et une ligne de divergence, des cas où les effets sont dissociés et un cas chez qui il ne se passe rien, sans que soit précisé une utilisation de placebo, non. En lisant bien l'article, en lisant bien le texte, c'est juste un cas où il n'y a pas de réaction. Donc ce tableau montre effectivement des effets qui, dans 7 cas, apparaissent effets neurovégétatifs, effets psychoaffectifs, effets électroencéphalographiques. Dans 7 cas, sont en plus. C'est la fameuse unification chronologique et d'apparition contemporaine des effets dont je viens de vous parler. Un cas où il ne se passe rien, dans 0 partout, et 4 cas plus ou moins dissociés, avec des effets qui se développent soit plus du côté neurovégétatif et électroencéphalographique, mais pas du côté psychoaffectif, ou au contraire du côté psychoaffectif et électroencéphalographique, mais pas du côté neurovégétatif. Alors, ce qu'on appelle effet neurovégétatif, pour faire un point, et ce que note donc comme les effets les plus fréquemment remarqués, l'hypertension, jamais le contraire, pas d'hypotension, de la tachycardie, dans 6 cas, une mydriase assez généralisée, une sudation, une hyperréflexie, des tremblements, et la liste n'est pas exhaustive, c'est énormément d'effets symptomatologiques et une palette de symptômes très 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 importante qui est décrite. Les effets psychiques avec un accent, un relief jeté, une lumière jetée sur les fonctions perceptives, sur le tonus affectif et sur les fonctions cognitives. Très très important à avoir en tête que d'un côté il y a les fonctions perceptives et de l'autre côté il y a les fonctions cognitives, puisque les courbes, enfin il n'a pas fait de courbe mais on les imagine assez facilement, sont assez contraires. Les fonctions perceptives augmentent au détriment des fonctions cognitives et au détriment de l'esprit d'abstraction et de synthèse. C'est durant les perturbations des fonctions perceptives qu'est pratiquée la stimulation lumineuse intermittente, qui permet d'objectiver l'hyperesthésie visuelle en évoquant des images d'un caractère anormalement dynamique et chromatique. Hyperesthésie de type lumière, bruit, goût, odeur, fourmillement. Quand les fonctions perceptives s'altèrent ou se distorsionnent, c'est alors que les hallucinations arrivent. Ce qui est très très intéressant par rapport au contenu de conscience, parce que plus il y a d'informations perceptives et cet emballement d'informations perceptives, plus la conscience essaye de donner un sens, avec des phrases que Gastaut, qui sont relevées telles que « la chambre respire »,« chaque objet s'ouvre et se ferme comme un œil ». Donc on voit bien
cette saturation perceptive s'accompagnait de contenus de conscience qui essayent d'y donner un sens, qui donnent un sens, qui en donnent une description. Deux sujets, enfin, présentent de véritables différences entre distorsion et hallucination. Deux sujets présentent, parmi les sujets étudiés, de véritables hallucinations, apparues à 6-8 heures après l'ingestion du produit. L'un voit des femmes nues qui dansent, l'autre des scènes tellement obscènes qu'il refuse de les décrire. Donc, il s'agit de transcrire et d'arriver à lire, à visualiser en mécanisme électrochimique, électrico-chimique ou électrochimique, la tendance à donner sens aux perceptions. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau de faire des liens entre la formation des idées et la perception. En philosophie de la connaissance ou en psychologie cognitive et dans énormément de domaines de recherche sur la nature humaine, ce n'est pas quelque chose qui soit essayer de faire cette corrélation entre la perception et la formation de nos idées. C'est même un programme assez ancien. Ce qui est intéressant, c'est de faire des liens entre la formation. Ce qui est intéressant, c'est... Qu'est-ce que j'écris mal? 2 petites minutes. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire ces liens selon des paramètres que les chercheurs font varier et dont les chercheurs étudient les variations, et de provoquer expérimentalement ces variations pour voir de quelle façon il y a bien un lien matériel, matérialiste, c'est pas grave, un lien matériel, neurologique, entre la perception, l'augmentation ou l'absence de perception et la formation des idées. Une nouvelle façon d'expérimenter ce programme d'études, tant philosophiques que psychologiques que scientifiques, sur les liens entre perception et formation des idées. Nous avons donc un schéma, on pourrait représenter en boxologie avec des bulles, un schéma qui donne perception, idée, réaction émotionnelle, comportement. Après, on va parler des comportements. Mais donc, vous imaginez ces bulles et la rencontre entre ces différentes bulles avec ces schémas corrélatifs et ces schémas de cause à effet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'avant la prise de substance, des tests psychométriques et psychologiques avaient été effectués. Des tests sont également pratiqués pendant que les effets, au bout de 6 heures, au bout de 8 heures, pendant que les effets sont actifs, pendant que la réalité se distorsionne. Donc, par exemple, des tests comme les tests de Rorschach, qui sont pratiqués pendant la prise. Alors, que montrent ces tests de Rorschach? Ils montrent un protocole décontracté et épanoui, avec un nombre accru de réponses, richement affectives et humaines, traduisant une augmentation de la sociabilité déjà bien mise en évidence par les comportements du sujet. Ce qui est mis en avant, c'est une fluidité, une amélioration, non pas des capacités cognitives, mais des capacités interprétatives et imaginatives. On va pouvoir voir après comment Gastaut, finalement, finit par dégager 2 modèles de conscience. Ça à la fin. Donc, il considère... les oscillations d'humeur sont considérées, les oscillations d'humeur, les oscillations de comportement, les oscillations de réaction affective, sont analysées en termes d'oscillations électriques. Plus de la moitié des sujets, en effet, présentent des oscillations brusques de l'humeur et du comportement, telles qu'une hyperexcitabilité avec hyperémotivité, cédant soudainement la place à une apathie, tandis qu'une gaieté presque maniaque était brusquement remplacée par un état mélancolique ou un raptus anxieux. Et à chaque fois, ces variations correspondent à des modifications du tracé électrique. Sont pratiqués également les tests du facteur G de Cattell. Alors le facteur G, qui est diminutif de facteur général, general factor en anglais, qui est un concept développé dans le cadre des recherches en psychométrie sur les habiletés cognitives. C'est une variable qui caractérise les corrélations positives que la recherche empirique trouve de façon constante entre les tests d'aptitude mentale, quel que soit le contenu des tests.
les résultats, si les résultats de Rorschach augmentent, les résultats du General Factor de Cattell, lui, est en baisse. Alors, venons-en à nos tableaux. Alors, chaque fois, vous avez deux lignes. Vous voyez, vous avez deux chiffres à chaque fois. Le premier chiffre correspond avant la prise, c'est le chiffre avant la prise de la substance, tandis que le second chiffre correspond au résultat du test sous l'effet du LSD. Pour Cattell, pour les tests de l'AI, alors les tests de l'AI, ce sont des tests psychomoteurs. Ce sont des tests psychomoteurs et des tests liés au mouvement. Pour les tests de Cattell, vous avez une baisse assez générale entre la première et la seconde ligne. Si on va directement à Rorschach, vous avez des réponses tout en bas en augmentation. Dans le second tableau, nous avons toujours nos séries de chiffres. Première série sous l'effet du LSD, seconde série 6 jours après le LSD. Vous voyez que les chiffres de Cattell et de l'AI réaugmentent de façon, et donc on revient à des facultés cognitives, telles qu'elles correspondaient avant la prise de LSD. Donc, une baisse globale des capacités d'abstraction et de synthèse qui contredit les impressions subjectives est notée et quantifiée. Cette baisse, elle est mesurée, elle est quantifiée et elle est extrêmement intéressante si on considère le couple conceptuel objectivité-subjectivité. Il y a la subjectivité des sujets, d'ailleurs, par exemple, au niveau des anecdotes. Il est dit que je pense être la professionnelle qui a pris du LSD comme les sujets, se pense beaucoup plus efficace. Simplement que normalement, c'est une personne discrète et appliquée, avec un énorme pouvoir de concentration, un petit peu introverti, et que là, totalement extravertie et plus du tout inhibée, l'équipe souligne qu'elle devient totalement inefficace, alors qu'elle-même a l'impression d'être beaucoup plus efficace que ce qu'elle est généralement. Donc c'est très très intéressant de voir comme ça de quelle façon subjectivité et objectivité peuvent être mis en miroir au niveau des résultats. Donc les sujets sont qualifiés de généralement hyperexcités, hyperactifs, hypersensitifs, donnant volontiers l'impression d'une vitalité accrue et d'une efficacité plus grande. Candice les traçait. Donc, altération des fonctions cognitives, hyperexcitabilité, comprendre hyperexcitabilité des neurones, Candice les traçait. Et qu'est-ce qui en est conclu? Que peut-on faire? La question finale, c'est quand j'ai commencé à travailler sur Gasto et le LSD, quelqu'un m'a, de façon très pertinente, demandé mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il s'intéresse au lien entre la conscience et les neurones. Oui, mais c'est quoi son but? C'est quoi son but? Effectivement, quand on arrive à la fin, quand on va jusqu'au bout du cheminement, on se rend compte, alors on ne peut peut-être pas parler de enhancement, d'amélioration au sens où on le dit maintenant, mais il y a bien une finalité thérapeutique extrêmement intéressante en cas de ralentissement d'excitabilité neuronique. Mais bon, c'est plus ou moins là qu'arrive l'étude. Donc l'augmentation de la fréquence du rythme alpha est observée 9 fois sur 10. Il s'agit à chaque fois d'une accélération manifeste, avec une valeur moyenne de 1,75 CS, cycle seconde, pour l'ensemble des sujets. En dehors de cette accélération, le rythme alpha tend à devenir moins ample et moins continu. Un autre effet observé, de façon assez régulière, 6 fois sur 12, moitié des cas, est l'apparition d'un rythme bêta central ou l'augmentation de son amplitude lorsqu'il existe déjà. Dans 3 cas, l'activité rapide, engendrée par le LSD, déborde le territoire rolandique. C'est très intéressant, c'est vraiment cette notion d'hyperconnectivité dont on a pas mal parlé ces 2 dernières années, déborde le territoire rolandique et ne mérite donc plus le nom de rythme bêta, mais on peut alors parler de
entre guillemets, rythme rapide généralisé prédominant dans les régions centrales. Donc un rythme, alors on ne va pas dire un nouveau rythme, mais un rythme hyper connecté, différent, qui naît de l'expérimentation, de cette expérimentation clinique. Alors à gauche pour les tableaux, à gauche de, enfin pour les tableaux, non pour les tracés. À gauche de la double ligne verticale, les tracés avant ingestion du LSD sont remarquables par un rythme alpha pariéto-temporo-occipital à 10 CS. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe de l'autre côté, tandis qu'il n'existe aucune ébauche de rythme bêta central. À droite, 3 heures après ingestion du produit, ce rythme pariéto-temporo-occipital est passé à 13 CS, donc on était à 10. Tandis qu'un rythme bêta, dont il n'y avait aucune ébauche de l'autre côté, à 21 CS, 21 cycles secondes, est apparu dans les régions centrales. Les effets psychiques n'évoquent pas, pour les chercheurs, pour les auteurs de l'expérience, les caractères du syndrome schizophrénique. Et c'est là où je vais essayer de faire une différenciation entre la perspective psychiatrique et la perspective neurologique. La perspective neurologique que l'on trouve dans cette étude renvoie à la possibilité quantitative de faire varier des mécanismes neuroniques, y compris d'un point de vue thérapeutique, puisque Gastaut finit quand même par dire que peut-être des toutes petites doses de LSD pourraient être données en cas, régulièrement, en cas de ralentissement de la pensée et en cas de défaut d'excitabilité neuronique. C'est quand même une des conclusions de cette étude. Alors que si il était allé dans une direction qu'on trouve quand même assez souvent, oui, les manifestations qu'on peut noter pendant les prises de LSD vont dans le sens d'un mimétisme psychiatrique avec les grandes pathologies, schizophrénie ou autre, alors il serait allé dans une direction beaucoup plus qualitative de la pathologie, avec beaucoup moins de perspectives thérapeutiques sur la substance. Donc c'est assez intéressant, cette fracture, je ne l'avais pas beaucoup vue être décrite, et en fait elle est assez intéressante quand on connaît la façon dont Gastaut s'occupe d'une part des pathologies, l'épilepsie, les tumeurs, des pathologies neurologiques, et d'autre part de la connaissance des mécanismes neurologiques et de la possibilité, alors je vais utiliser le terme améliorer, mais la possibilité de les pallier, de les augmenter ou au contraire de les ralentir en vue finalement de corriger des choses qui existent déjà dans la norme et qui existent déjà chez tout individu. Je pense à l'anxiété, aux troubles de l'humeur et aux grapho-éléments électriques qui y correspondent, mais qui, en cas de forte augmentation, peuvent être pathogènes. De la même façon, l'excitabilité neuronale qui correspond au filtre des informations existe chez tout sujet. Par contre, comme cela est souligné, quand cette excitabilité neuronale est fonctionne mal, quand quantitativement elle est trop ralentie, alors il y a un problème de traitement des informations qui en découle. Donc, bien au contraire, s'il fallait établir une comparaison avec un état pathologique, il devrait être fait avec, à la limite, le comportement maniaco-dépressif et accessoirement avec le comportement anxieux, qui est de toute façon, comportement anxieux ou angoissé, qui fait de toute façon partie de la norme psychologique, humaine et animale d'ailleurs. Ces effets traduisent d'une part une exagération des fonctions perceptives, pouvant aboutir à des perceptions sans objet, donc à des hallucinations, à des distorsions de la réalité, à une exagération de l'activité globale de l'individu. Entre ces deux pôles sensoriels et moteurs, les fonctions psychiques sont également exagérées. Exagération est l'habilité du tonus affectif dans le sens euphorique ou plus rarement anxieux ou mélancolique. Exagération est l'habilité des phénomènes cognitifs sans que pour cela l'efficacité des fonctions correspondantes ne soit accrue. Car un sujet qui réagit exagérément à la moindre sollicitation perd l'efficacité de son action du fait de la dispersion de son attention,
de la diminution de ses facultés d'abstraction et de ses facultés de synthèse, et du coup de son dérèglement à sa capacité d'agir. Donc, est mis de côté la piste d'un mimétisme entre les effets du LSD et les grandes pathologies psychiatriques, en vue de mettre en relief le fait que cette substance se rapproche et rend visible des phénomènes normaux qui, en variant et en étant quantitativement inégaux naturellement d'un sujet à l'autre, peuvent devenir pathogènes. Alors, voilà, ça c'est le second tracé que nous dit cette figure 2. Donc cette figure 2 montre les mêmes dérivations, mêmes dispositions qu'à la figure 1. À gauche, avant LSD, la stimulation lumineuse intermittente ne provoque aucune modification, aucun entraînement appréciable et laisse persister le rythme alpha à 10 CS. À droite, 3 heures après l'ingestion, la même stimulation provoque un remarquable entraînement des rythmes pariétaux temporaux-occipitaux à partir des interprétations électroencéphalographiques, à partir des interprétations de ces tracés. Une remise en question des résultats précédents est faite, puisque, par exemple, en 1951, Forer et Goldner avaient conclu qu'il n'y avait aucun changement, avaient conclu à l'invariabilité de l'EEG sous l'effet de la prise de LSD. Donc des résultats précédents sont remis en question. Ce type de tracé répond par ailleurs de façon très précise à ce que Gasto, en 1951, dont je parlais tout à l'heure, décrit sous le nom de syndrome d'hyperexcitabilité neuronique, et que, sur la foi d'expériences nombreuses, il a interprété comme la traduction d'un raccourcissement du cycle d'excitabilité du neurone. Alors, l'excitabilité est un stimulus de nature physique, lumière, température, etc., ou de nature chimique, taux de glucose, molécules aromatiques, etc. Et donne donc, il est détecté par un récepteur sensoriel il est donc à l'origine de ce qu'on appelle le potentiel d'action. Les effets observés, du point de vue électroencéphalographique, sont qualifiés d'originaux. Manifeste et remarquablement homogène, il remanie l'aspect de l'électrogénèse cérébrale pour réaliser un type de tracé présent chez les individus, présentant un état d'anxiété lié à un syndrome d'instabilité psychomotrice. Conclusion, façon de parler en fait. Conclusion, ces données électroencéphalographiques permettent d'interpréter, dans une large mesure, les effets du LSD-25 sur la vie psychique et neurovégétative. En effet, qui parle d'un cycle d'excitabilité modifié parle d'une réorganisation des messages dans les structures nerveuses qui les transmettent. Ça correspond à des travaux de Gasto, 1952. Réorganisation qui porte notamment sur la fréquence des signaux qui constituent ces messages. Ce qui est à retenir, c'est que le raccourcissement du cycle d'excitabilité, qui a été mis en relief chez les sujets porteurs de rythme rapide, a donc pour résultat de laisser passer un nombre inhabituellement grand d'informations, puisqu'il raccourcit la phase réfractaire des neurones, qui a pour but de filtrer, d'éliminer, et qui représente un système de filtrage. Il semble donc que pour transformer les informations reçues et les utiliser comme sensations, comme idées ou comme action, le cerveau a besoin d'une quantité d'informations optimum dont la valeur serait régie par celle du cycle d'excitabilité des neurones transmetteurs. Lorsque ce cycle est raccourci, c'est l'excès d'information qui aboutit à un excès de perception, puis un excès de transformation en idées et en action. L'erreur serait de voir là une condition avantageuse pour le fonctionnement cérébral normé, ou considéré comme dans les normes, alors qu'il s'agit en fait d'un déséquilibre provisoire dans le cas de l'expérimentation, qui se solde par une dispersion de l'attention, un affaiblissement de l'abstraction, de la capacité de synthèse, à moins qu'il n'aboutisse à un état de confusion ou à un état hallucinatoire ou à une agitation maniaque. Par contre, ce phénomène
est envisagé comme un outil thérapeutique dans les cas de ralenti de la pensée. Je pense notamment à certaines dépressions chroniques, dépressions profondes chroniques. Donc, l'hypothèse à laquelle conduit l'observation des importantes modifications EEG qui surviennent au cours des états psychoaffectifs provoquées par le diéthylamide de l'acide lysergique est une hypothèse thérapeutique sur son effet à long terme sur la réception et le mauvais filtrage des perceptions et la capacité à fluidifier la formation d'idées, la réaction et la formation de pensée qui en découle, qui y est corrélée, avec une renormalisation des rythmes électroencéphalographiques qui en serait la lecture de conséquences. Donc, un élément de valeur en faveur de la validité de cette hypothèse est, dit Gastaut, là, qu'elle n'a pas été bâtie pour expliquer les faits, mais que ceux-ci, les faits, sont venus s'incorporer d'eux-mêmes dans le cadre d'une théorie longuement élaborée, puisque la théorie existe préalablement sur les caractéristiques d'hypoexcitabilité du neurone, existe préalablement à l'expérience. Donc ceux-ci sont venus s'incorporer d'eux-mêmes dans le cadre d'une théorie longuement élaborée au cours de recherches nombreuses sur le cycle d'excitabilité neuronique humain. Qu'il nous soit permis, donc c'est toujours Gastaut qui parle, qu'il nous soit permis de terminer en insistant sur le fait que cette hypothèse porte en elle une importante conséquence thérapeutique. Si en effet l'augmentation du taux d'information est nuisible dans le cas de mécanismes neuroniques, avec les mécanismes de la pensée, les contenus de conscience qui en découlent normés, je suis paumée. Donc si en effet cette augmentation peut être nuisible, de façon à établir une cadence de transmission optimum qui peut dérégler la capacité de penser, la capacité d'agir et la formation d'idées, il est loisible de supposer qu'elle sera favorable chez un sujet à cycle d'excitabilité allongé qui, du fait d'un filtrage excessif, ne transmet qu'un taux d'information insuffisant. Pareil sujet est facile à reconnaître grâce à un interrogatoire neuropsychiatrique, aux tests psychométriques et surtout à l'enregistrement électroencéphalographique qui montre un rythme alpha ralenti et une absence totale de rythme rapide rolandique. Il suffira peut-être de lui donner des quantités de produits tout juste liminaires et peut-être même infraliminaires, on est dans l'ordre de 0,25 micros par kilo de poids, pour raccourcir efficacement son cycle d'excitabilité et entraîner une amélioration du comportement psychoaffectif et psychomoteur, amélioration qui durera tant que durera l'effet du produit lui-même. Donc il semble bien que l'on puisse parler de scalpel mental dans la mesure où le LSD permet de rendre manifeste la corrélation entre ses effets et l'excitabilité neuronale et permet de rendre manifeste la possibilité de variation expérimentale de ces effets avec donc ce qu'ils entraînent chez des sujets normés, mais ce qu'ils pourraient entraîner thérapeutiquement chez des sujets qui auraient un défaut de ce mécanisme. Le raccourcissement qui a été mis en évidence par Gastaut et ses collaborateurs, a donc pour résultat de laisser passer un nombre inhabituellement grand d'informations, et ça, je vous l'ai dit déjà. La seconde conclusion, que moi, personnellement, je trouve importante, c'est la mise à l'écart de la piste de la similitude tracée contenus mentaux maladies psychiatriques à l'avantage du LSD conçu comme une clé pour comprendre les mécanismes neurologiques, neuronaux, électrochimiques, et leur lien avec les contenus de pensée, les contenus affectifs, les contenus émotionnels et les actions. Donc, ces idées nous amènent à une conclusion fondamentale selon laquelle le LSD-25 est un modificateur possible des fonctions perceptives et cognitives d'un individu, du tonus affectif et du comportement psychosomatique, mais Gastaut ne le conçoit pas comme le médicament spécifique d'un état de la nosologie psychiatrique spécifique. On est bien davantage comme
une substance qui peut renormer et pallier à un défaut de mécanismes neurologiques qui sont là chez tout un chacun. Alors, la troisième conclusion, c'est la conception double de la conscience qu'on trouve dans ce texte et dans d'autres études. 2 degrés de conscience pouvant être dissociés dans les conditions des expériences, qui peuvent être dissociés donc par cette clinique expérimentale, cette neurologie expérimentale. Un degré perceptif, donc 2 degrés de conscience, un degré perceptif permettant l'appréciation des sensations, qui serait conservé pendant les paroxysmes, et un degré cognitif permettant l'élaboration des perceptions en idées et en actions, qui serait supprimé ou diminuer pendant ce même temps. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les chiffres de Rorschach, de la perception, de l'imagination qui augmentent, et les chiffres cognitifs de synthèse, d'abstraction qui déclinent de façon contemporaine. C'est une distinction qu'on trouve directement dans les textes et qui est en partie fondée sur un beau passage que je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire, un des plus beaux passages du précis de psychologie de William James, et je l'ai trouvé tout à fait de circonstance. Il semble que la conscience, tel un oiseau, vole et se perche tour à tour. Ce rythme s'exprime dans le rythme du langage, où chaque pensée se meut dans une phrase et chaque phrase s'arrête à un point. Les haltes de la pensée sont généralement consacrées à quelques images sensorielles qui ont ici le privilège de pouvoir rester indéfiniment sous le regard de la conscience qui les contemple sans les altérer. Les vols de la pensée sont consacrés aux rapports, statiques ou dynamiques, qui pour la plupart tendent à relier les objets contemplés pendant les périodes de repos relatif. Appelons état substantif ceux où la pensée s'arrête et état transitif ceux où la pensée vole. Nous voyons immédiatement que la pensée, délogée d'un état substantif, tend toujours à un autre également substantif, ce qui nous permet de dire que les états transitifs ne sont que les intermédiaires mobiles nous menant d'un terme substantif à un autre. Je vous remercie de votre attention.